Juste leur dire. Bonjour à tous, bienvenue au Digital Habitat. Les 30 partenaires qui co-organisent l'événement sont vraiment ravis de vous accueillir à la Fabrique événementielle aujourd'hui. Donc je suis l'un des cofondateurs de Digital Habitat avec Grégoire Dutz et Frédéric Clermont. Et donc on va lancer la journée en vous faisant un petit rappel de l'historique du projet et surtout présenter les différents partenaires qui se sont associés pour co-organiser l'événement. Sachant que le Digital Habitat, c'est un événement original qu'on a créé à l'occasion du Covid. On a déjà oublié le Covid. Où on s'est retrouvé à une dizaine de startups, le bec dans l'eau avec l'annulation du congrès HLM, qui est quand même un événement assez essentiel pour nos structures quand on a besoin de faire connaître nos offres. Et donc pendant l'été, on avait en 2020 décidé d'organiser un événement digital pour avoir l'occasion d'échanger avec nos clients. Et donc l'événement a bien pris et on a renouvelé l'édition en 2021. Et là aujourd'hui, c'est la 4e édition de Digital Habitat. À travers Digital Habitat, on a trois objectifs, trois volontés. La première, c'est de faire valoir les innovations du secteur de l'habitat et en particulier le secteur HLM. Alors c'est vrai que souvent le secteur HLM a une image pas toujours des plus modernes et pourtant nous qui sommes acteurs externes au secteur et qui naviguons dans d'autres environnements chez d'autres opérateurs immobiliers, très souvent on se dit que le secteur HLM est en avance sur bien des sujets, avec cette obligation liée au fait que le secteur est à la fois constructeur et gestionnaire de ces immeubles. On note que très souvent les innovations viennent du secteur de l'habitat. Donc notre première volonté, c'est de valoriser les innovations du secteur. La deuxième volonté, c'est de créer un écosystème favorable à l'innovation. Et c'est vrai qu'avec le temps, il y a pas mal de liens qui se sont créés entre les partenaires du Digital Habitat. Donc ça se matérialise par des connexions entre nos outils. Donc ça, c'est entre guillemets ce qu'il y a de plus concret. Mais aussi par le développement d'offres communes et parfois même par la création de filiales communes. Donc voilà, donc notre souhait, c'est de créer un écosystème favorable à cette innovation. Le troisième objectif, c'est de développer nos réseaux. On est tous en contact avec beaucoup de bailleurs et donc en s'associant, on multiplie les temps d'échange et les temps de contact. Voilà, sachant que Digital Habitat, pour cette édition, on a souhaité se structurer puisque c'est la 4e édition et donc on a créé une association pour structurer l'événement. Donc une association qui a été créée en février de cette année et qui permet de structurer l'événement tout en gardant ce qui fait le sel de l'événement, à savoir le côté fait maison, puisque ce sont les 30 partenaires qui œuvrent pour créer l'événement, pour trouver le lieu, pour organiser les conférences, et donc pour mettre en œuvre le projet chaque année. Donc on a quand même si c'est fait maison, on commence à se structurer, et ça s'est matérialisé avec la création de cette association. Le deuxième souhait cette année, ça a été de marquer l'événement en innovant
le format. Donc on avait beaucoup parié sur le digital, le tout à distance. Et cette année, on a souhaité qu'une partie soit en présentiel, en considérant... Oui. Voilà, on a souhaité qu'une partie de l'événement soit en présentiel, donc on a fait du figital, parce qu'on considère que c'est par l'échange en présentiel que les liens se tissent et que des innovations peuvent émerger. Et la troisième volonté qu'on avait cette année, c'était de s'ouvrir à l'extérieur. On nous a souvent dit que le secteur tournait parfois en boucle. Donc cette année, on a souhaité que des intervenants des entreprises extérieures au secteur HLM viennent témoigner d'innovations ou de tendances qui se font dans d'autres secteurs. Donc cette année et toute la journée, vous allez pouvoir rencontrer les équipes de la MGEN, de Nespresso, de Château Forme, de Time for the Planet, de Next City, de Casino. Donc autant de structures qui sont aussi en lien plus ou moins direct avec vos problématiques, mais qui finalement déploient des outils ou déploient des innovations digitales au service de leurs clients. Donc voilà, donc pendant toute la journée, il y aura ces interventions qui vont venir illustrer d'autres initiatives dans d'autres secteurs. Sachant qu'on est très ouvert à l'idée de continuer à faire évoluer le format. Et donc notre objectif, c'est l'année prochaine et les années suivantes de toujours innover dans le format. On nous a parlé de faire un hackathon, de faire une tournée des régions, de faire un baromètre digital du secteur. Enfin bref, on a pas mal d'idées pour poursuivre les années suivantes. Je vais laisser maintenant la parole à Frédéric et à Grégoire qui vont vous présenter les différentes startups qui ont co-organisé l'événement 2023. Alors, oui, on est-ce que... profiter s'il y a des gens qui sont dans le couloir, non? C'est bon. Donc aujourd'hui, pour introduire... Vous m'entendez bien? Ouais. On constate tous, les 30 partenaires du Digital Habitat, qu'il y a une réelle volonté d'innovation à tous les étages chez les bailleurs sociaux, qui s'inscrit notamment dans le souci d'exemplarité qui fait vraiment partie de l'ADN du secteur du logement social. Julien évoquait le fait que l'habitat social est en avance sur certains sujets, avec aussi plusieurs défis à relever, qu'ils soient sociaux, environnementaux ou organisationnels. Et pour y répondre, les 30 partenaires de Digital Habitat ont comme dénominateur commun l'envie, l'innovation et aussi l'objectif d'avoir un véritable impact pour vos métiers. Merci Frédéric. Donc on va là dans les prochaines minutes vous présenter, on a mis sur vos chaises une carte appli pour présenter l'ensemble des 30 partenaires qui sont ici présents. Bonjour, bienvenue. Et donc vous pouvez bien sûr l'emporter. L'idée c'est de présenter chacune des entreprises qui est acteur d'innovation dans votre secteur et aussi on va dire, révéler ou évoquer 7 grandes tendances que nous, on voit lorsqu'on se réunit pour l'habitat social. La première tendance qui est importante, c'est que tout le monde constate qu'il y a une évolution du format des bailleurs par la taille des logements que vous gérez et donc par aussi le nombre de clients que vous avez à gérer. Et donc il y a une nécessaire évolution à avoir dans la manière de gérer ces chiffres qui sont de plus en plus importants en termes de mètres carrés ou en termes de clients. Donc tout le monde a changé d'échelle et plusieurs des startups ou entreprises innovantes participent à faciliter pour relever ce défi. Alors les startups partenaires qui interviennent sur ce sujet de la connaissance des clients et du patrimoine sont Avis Locataire, qui propose des solutions de communication et d'écoute tout au long du parcours locataire. Alors peut-être qu'Avis Locataire, vous pouvez vous identifier. Alors, très bien, bravo.
Juste pour qu'on arrive à garder un peu de rythme, parce qu'il y a 27 startups, donc si chacun se lève pour faire un petit pitch, c'est très bien. On a prévu des temps de speed dating pour échanger les uns les autres, des petits moments de café, donc il n'y a pas de souci, on va pouvoir discuter. Ce que je propose, c'est qu'à chaque fois qu'on nomme une entreprise, les gens de l'entreprise se lèvent, comme ça ils sont identifiés, et puis après, autour d'un petit café, on va un peu plus loin. On a prévu voilà, un petit résumé, présentation de chacune des sociétés. Donc, on a ensuite Effici, solution CRM permettant d'optimiser la relation locataire dans toutes les interactions auprès du locataire. Ils sont au fond. On a ensuite EasyCom, qui propose une suite logicielle qui permet la gestion des centres de contact en multicanal et collaborative. EasyCom. Ensuite, on a monlogement.ai, connu pour son chatbot qui dialogue avec les demandeurs et les locataires, et aussi pour des solutions de réhabilitation milieu occupé et de prise de rendez-vous. Monlogement.ai. Voilà. Et on a Telsi, solution pour gérer la performance de votre centre de relations clients. Merci à eux. Donc, premier thème, changement d'échelle. Deuxième thème, le nomadisme, c'est-à-dire qu'on demande de gérer de plus en plus de problèmes, mais souvent d'être toujours extrêmement connecté, avoir rapidement l'information et au plus près de vos locataires. Donc là, il y a un enjeu sur ce nomadisme avec aussi une opportunité peut-être de valorisation des équipes de proximité. Et donc là aussi, Frédéric, on a un certain nombre de solutions qui sont présentes ici. Alors, dans cette catégorie, on a Sowell, donc l'application pour les gardiens d'immeubles et le personnel de proximité pour notamment déclarer les incidents ou réaliser des contrôles sur site. Ils sont là. On a VoxPay, donc spécialiste de l'encaissement des paiements à distance ou en proximité. Et ensuite, donc, Novamap, écosystème digital avec des applications pour les équipes de proximité et pour la gestion technique du patrimoine. Ils sont là aussi. Voilà, on est trois. Troisième sujet qui est un sujet d'actualité assez brûlant, c'est la maîtrise des charges, notamment avec l'énergie. Et en même temps, ce double enjeu qui est de maîtriser les charges, mais tout en maintenant un niveau de confort satisfaisant pour les locataires. Donc là, de la même manière, on a un certain nombre de solutions en place qui contribuent, qui participent à répondre à ce double enjeu. Alors sur ce sujet, on a Synox, solution qui permet de remonter les données et d'analyser les données en provenant d'objets connectés. Ils sont là. On a WhatSense, solution permettant de connecter facilement l'ensemble des objets connectés à l'échelle du bâtiment. Et Ecomen, outil de sensibilisation à la sobriété énergétique et aux éco-gestes des locataires. Ecomen, voilà, il est là. Quatrième sujet important, c'est le sujet de faciliter le traitement de la donnée et de connecter les acteurs entre eux pour réduire les délais de réponse, parce que aussi bien dans les organisations qu'aussi vis-à-vis de l'extérieur, on vous demande toujours de donner accès à de l'information et de transmettre de l'information de manière relativement rapide. Et donc Frédéric, là aussi, on a plusieurs acteurs. Voilà, dans cette catégorie, on a Intent, donc connu pour sa plateforme qui connecte l'ensemble des acteurs du bâtiment pour faciliter l'exploitation de la donnée. Intent. Ils sont là. Ensuite, on a Keepen, solution qui connecte toutes les parties prenantes, télésurveilleurs, bailleurs, agents de sécurité, pour sécuriser le parc vacant et éviter les squats. Keepen. Ils ne sont pas encore arrivés. On a ensuite Nexio, plateforme qui facilite la gestion des bons de commande entre fournisseurs et bailleurs. On a Sigma Informatique avec une solution éditée par Habitat Réuni pour faciliter le flux de données réglementaires entre le bailleur et le diagnostiqueur. On a Itch, solution qui permet de déclarer les incidents simplement avec des QR codes. Ils ne sont pas devant des problèmes de train, visiblement. On a Sakara, donc une solution de dématérialisation des process d'achat et de travaux.
Une autre thématique aussi qu'on a clairement identifiée, qui est au niveau de la performance, qu'on parle beaucoup de la relation vis-à-vis des locataires ou des fournisseurs. Il y a aussi un sujet de performance dans les organisations, avec la maîtrise des frais, notamment de gestion, avec certaines solutions qui participent ou aident dans des processus à automatiser et optimiser les processus internes. Donc on a Need Solution, avec une solution qui permet de gérer le processus d'attribution en rapprochant l'offre et la demande. Ensuite, on a Neteos, solution qui permet de contrôler automatiquement et à distance des justificatifs de locataires, et pas que. On a Autocomplete, spécialiste des outils RPA pour l'automatisation des tâches et l'interconnexion entre les systèmes. Ensuite, on a Neovacom, éditeur de la solution Fritz, qui permet de dématérialiser le traitement de la facture fournisseur. Il est là. Ensuite, on a Tessi, solution qui permet d'optimiser les process de gestion locative, comme la collecte des attestations d'assurance. UDoc, solution de dématérialisation et de gestion documentaire. Et Onogon, solution qui permet d'automatiser le traitement des documents grâce à de l'IA. Okay. Dernière grande thématique, tout ce qui est... aujourd'hui, on voit beaucoup d'évolution aussi sur l'activité des bailleurs sociaux qui sont challengés sur leur modèle aujourd'hui, qui dépassent un peu uniquement le fait de loger, puisqu'on va chercher de nouvelles potentielles sources de revenus. Et donc, il y a une prise de conscience sur le fait de devoir bien notamment connaître son patrimoine immobilier pour essayer de trouver de nouvelles sources de revenus. Alors, donc là, dans cette catégorie, on a Omiwu, IA qui permet de valoriser financièrement les actifs et estimer les prix de vente. Et là, oui, c'est important. Et Granit, donc, qui accompagne les directions immobilières pour répondre aux enjeux d'une gestion performante du patrimoine. Et Célence. Et Célence, éditeur de solutions digitales, notamment pour accompagner la montée en puissance de la vente HLM. Donc, c'était pour vous présenter la petite carte appli que vous avez tous entre les mains. Je vois que déjà, il y a des gens qui les lisent de manière attentive, c'est très bien. Peut-être une petite conclusion par rapport à ça. Ce que vous voyez, c'est qu'on est tous acteurs de l'innovation, je dirais, au service de vos organisations et des acteurs de l'immobilier. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont jeunes, parmi les 30, et que l'innovation, c'est la prise de risque. Donc, on prend la prise de risque quand on organise Digital Habitat. Il y a 4 ans, pendant le Covid, c'est aussi une prise de risque de notre part, de faire perdurer cet événement, de l'organiser pendant les grèves. C'est aussi une prise de risque. Donc c'est vraiment dans l'ADN des 30 entreprises participantes. On voudrait plutôt l'association porter un message qui nous paraît aussi important. On est très heureux de vous voir aussi nombreux malgré les circonstances. Notre énergie et nos innovations ont besoin aussi de vous pour répondre à 3 enjeux. Le premier enjeu qu'on a tous, c'est qu'il y a des multiplicités de solutions et on a besoin que vous nous aidiez dans le travail sur l'interconnexion, aussi bien avec les éditeurs historiques, mais aussi pour pousser tout le monde à être connectés les uns avec les autres. C'est un premier enjeu qui est très important. Le deuxième enjeu qu'on vit tous, c'est cette notion d'achat. Il y a les marchés innovants, mais on a aussi besoin de réduire les processus d'achat puisque, bonjour, on passe beaucoup de temps sur ces phases-là et qui peuvent être assez chronophages et nous prendre beaucoup d'énergie. Donc vraiment, cette notion d'achat, il faut aussi considérer qu'il y a une prise de risque, parfois en innovation, et il faut prendre ce risque. Et enfin, le dernier point qui est important, on parle de Digital Habitat, si on a fait du distanciel et du présentiel, c'est que l'homme est important et que le digital sans accompagnement au changement ne marche pas. On voit trop souvent des projets qui ne vont pas au bout, qui sont remis en cause
par manque d'implication des équipes. Donc c'est un point à ne jamais négliger ou à sous-estimer. Et voilà, on voulait aussi attirer votre attention sur ces 3 points qui sont pour nous 3 piliers pour alimenter cette pompe à innovation que montre aujourd'hui Digital Habitat. Et les 30 partenaires de Digital Habitat. Merci. Donc, voilà le programme de la journée donc, qui a été élaboré avec les partenaires de Digital Habitat. Donc, sachant que, vous l'avez compris, le Digital Habitat, c'est sur 2 jours. Donc, il y a une journée aujourd'hui qui est à la fois en présentiel, mais on est aussi diffusé en live sur des différents canaux. Et demain, c'est une journée exclusivement en distanciel, avec une quarantaine de webinaires qui sont organisés pour présenter des solutions, mais aussi faire un certain nombre de retours d'expérience. Donc probablement qu'un certain nombre d'entre vous se sont inscrits aussi sur les webinaires demain pour accéder aux différentes offres. La journée, elle va être assez rythmée, et donc elle est assez marquée sur cette notion d'ouverture et aller chercher des idées d'autres secteurs pour les importer dans le secteur de l'habitat. On a deux grands blocs, enfin 3 grands blocs, pardon. Le matin, on va s'intéresser à la relation client avec une première conférence qui va débuter dans quelques minutes. Et cette notion finalement, pendant longtemps, on a parlé d'usagers dans le secteur. De plus en plus, on parle à minima de locataires, voire de clients avec des comportements finalement qui sont assez proches d'autres secteurs d'activité. Donc on a cet enjeu d'individualiser des relations avec des entreprises qui augmentent de taille. Un deuxième temps, l'après-midi, une deuxième conférence autour de la donnée. Toutes nos entreprises génèrent beaucoup de données. Jusqu'à il y a quelques années, c'était très compliqué d'accéder à de la donnée. Aujourd'hui, toutes les solutions qu'on déploie génèrent beaucoup d'informations. Et l'enjeu, c'est d'arriver à l'utiliser et d'en faire un élément de valeur pour le secteur de l'habitat. Donc c'est l'objet de la deuxième séquence en début d'après-midi à 14 h. Et puis la journée sera conclue autour du thème du carbone, avec l'intervention de Time for the Planet, qui est une société assez disruptive qui fait du crowdfunding pour investir dans les solutions de décarbonation, et notamment dans le secteur de l'habitat. Donc ils viendront présenter leur modèle et les innovations qu'ils déploient dans le secteur de l'habitat. Sachant que cette journée, elle est tournée aussi sur l'échange. Et donc, on a organisé à midi et à 15 h 2 temps de rencontres sous la forme de speed dating. Donc, vous avez dû, à l'accueil, avoir une liste de rendez-vous planifiée avec les différents partenaires. Et donc, on y reviendra, mais l'objectif, c'est que vous puissiez rencontrer 8 partenaires dans la journée. Et que voilà, on a organisé ces rendez-vous de manière aléatoire pour être dans cette logique d'ouverture. Voilà, donc pour conclure cette introduction, on voulait aussi, avec tous les partenaires de Digital Habitat, vous remercier. Vous remercier d'être présents. Alors il y a pas mal d'absences liées au transport, mais on est quand même assez content de voir que la salle est remplie. Et on voulait vraiment vous remercier de votre présence et de cette ouverture d'esprit que vous avez à venir vers nous. On voulait remercier aussi évidemment les 30 partenaires qui ont œuvré à la préparation de l'événement. Remercier les speakers, donc il y en a certains qui attendent pour intervenir et témoigner, puisque c'est l'objet de cette journée, hein, c'est de donner la parole à des acteurs. Donc merci de venir témoigner. Et puis on en profite aussi pour remercier Mélanie Lafleur qui œuvre dans la préparation et l'organisation du Digital Habitat. Donc c'est sa 4e édition. Donc pour coordonner l'ensemble des partenaires et créer l'événement. Voilà, donc merci à tous et on va débuter. Je vais appeler maintenant les intervenants de la première conférence. On a quasiment un peu d'avance. Donc sur le thème de la relation client. Donc je vais les laisser se rapprocher.
Super. Voilà, donc la première conférence sur le thème de la relation client. Donc un sujet qui est cher au secteur de l'habitat, puisque on peut considérer quand même que 2/3 des collaborateurs d'un opérateur dans l'habitat est en contact avec les clients directement ou indirectement. Et en tous les cas, c'est quand même la raison d'être d'un certain nombre de sociétés, de servir ses clients. Enfin, c'est la raison d'être du secteur, de servir ses clients. Donc on a choisi ce thème qui est particulièrement d'actualité avec les enjeux d'évolution sociétale. Et donc on va débuter sur ce premier thème, sachant qu'on accueille aujourd'hui Gwendoline Ardouin, qui est responsable expérience digitale chez Digital Client, chez Châteauforme, donc qui présentera sa société, mais avec un certain nombre d'innovations et de concepts qu'on pourrait reprendre dans le secteur de l'habitat. On a avec nous Éric Laguerre, qui est directeur client innovation et inclusion sociale chez 1001 Vie Habitat. Constance Toussaint, qui est directrice de la relation client chez Nespresso. Et Romain Jordan, qui est directeur service client du groupe CDC Habitat. Voilà, donc on les remercie de leur présence. Et en guise d'introduction, Karim Ayash, qui va nous rejoindre, va vous présenter quelques tendances du secteur avant de donner la parole aux différents speakers. Donc Karim Ayash de chez Voxplay. Alors effectivement, bonjour à tous. Moi je suis Karim Ayash et je fais partie de la startup Voxplay qui a participé à fonder le Digital Habitat et qui depuis œuvre justement pour vous accompagner au maximum. Donc je voulais vous proposer un petit concocté des tendances qu'on a pu constater aujourd'hui et qu'on constate déjà pour demain au niveau de la relation client, que ce soit chez Voxplay d'ailleurs ou chez n'importe quel partenaire qui organise aujourd'hui le Digital Habitat. Donc on a remarqué notamment qu'il y avait des écosystèmes et des hubs de solutions digitales qui se montaient, souvent de manière naturelle et qui sont ultra intégrés. Et là, l'idée, c'est vraiment de proposer au bailleur social une chaîne de valeur ajoutée de bout en bout, toujours vraiment au service de cette mission qui est de soigner sa relation client. L'autre concept qu'on a pu constater et qui monte vraiment en force, c'est la voix du client. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont mis en place des actions à ce niveau-là et sont capables aujourd'hui de la mesurer. Je dirais qu'auparavant, c'était vraiment le fait de pouvoir concevoir des parcours clients qui s'adaptent à ce qu'on constatait en termes d'interaction passée avec les locataires, en termes de juste des différents comportements et activités qu'on pouvait constater. Et là, l'idée, c'est d'être peut-être dans une démarche plus proactive pour aller directement collecter le feedback et l'intégrer directement dans les nouveaux parcours clients qu'on pourrait concevoir et faire en sorte tout simplement de proposer à tous vos locataires, à tous vos clients, un parcours qui soit le plus autonome possible et le plus propice, je dirais, à obtenir la réponse qui est recherchée. J'avais envie de vous donner quelques chiffres que j'ai trouvés qui étaient assez probants. On constate qu'une augmentation de 5% de la fidélité des clients entraînait un accroissement des profits de 50% en moyenne. Donc ça varie entre 30 et 80% en fonction des métiers dont on parle. Et saviez-vous également qu'un client satisfait en parlait à 2 et un client insatisfait en parlait à 10 ? Et quand on parle de canaux digitaux, quand on évoque ces chiffres-là, mais plutôt appliqués au digital, vous pouvez les multiplier par 100. Donc finalement, un client qui vous fait de la mauvaise presse en ligne peut vraiment avoir une grosse répercussion. Et je parlais donc de canaux digitaux et ça m'amène à finaliser cette introduction avec l'aspect de l'omnicanalité. Je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Aujourd'hui, on constate une démultiplication constante, très forte des canaux. Vous en avez peut-être fait les frais à titre personnel où
un membre de votre famille ou un ami dispose d'une foulitude de canaux pour vous atteindre. Et donc pour le coup, vous, en tant que bailleur social, il vous faudrait potentiellement identifier les canaux qui transforment le mieux, les canaux tout simplement sur lesquels se situent vos locataires et pouvoir tout simplement les atteindre via ces canaux-là. Et en conclusion, on remarque aussi que la tendance aux bots, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais cette foulitude de petits robots qu'on peut déployer sur le canal voix, sur votre boîte de chat, qui va aller tout simplement préqualifier ou qualifier une demande et y apporter une réponse avec intervention de l'humain ou non. Donc ça, c'est vraiment une grosse tendance qui émerge. Et puis je vais laisser la parole du coup à nos invités pour vous expliquer un peu plus tout ça. Merci Karim. Donc la voix du client et l'omnicanal, donc deux tendances sur lesquelles on va revenir avec nos invités. On va commencer par avec Constance, donc de chez Nespresso. Donc on ne présente plus Nespresso, mais c'est vrai que quand on parle de clients, c'est assez fou. Enfin, vu de l'extérieur, quand on pense à Nespresso qui vend du café, un bien de quasiment de première nécessité, et Nespresso a réussi à en faire un élément de luxe, quasiment. Quand on voit les gens sortir d'une boutique Nespresso, c'est quasiment comme s'ils sortaient de chez Hermès. Donc la première question pour vous, c'est comment vous avez réussi à vous positionner ainsi, et finalement qui sont vos clients, et pour vous qu'est-ce qu'une expérience client réussie. Voilà une question un peu vaste, mais déjà comment vous avez réussi à vous positionner sur ce marché en vous positionnant sur du luxe, et qu'est-ce que ça implique d'un point de vue de la relation client. Alors bonjour à tous. C'est vrai que Nespresso, c'est une marque qui repose sur le principe de faire d'un moment basique du quotidien, boire un café, un moment d'exception. Alors ça repose sur, je dirais, deux principes. Le premier, c'est bien sûr d'avoir un produit d'exception. Donc on va sourcer du café partout dans le monde de très haute qualité. On a une technologie, on s'appuie sur une technologie qui nous permet de préserver les arômes de café de façon parfaite et puis d'extraire ces arômes pour un résultat en tasse qui doit être remarquable. Donc ça, c'est effectivement le premier principe, le premier pilier. Le deuxième, il est extrêmement important. Effectivement, ce n'est pas suffisant d'avoir un produit d'exception. C'est celui de proposer une expérience client remarquable. C'est ce dont on parle ici aujourd'hui. Alors, cette expérience client remarquable, pour nous, le principe, c'est de faire que chaque client se sente traité vraiment de façon unique. On va chercher à lui proposer une expérience fluide, sans couture, où qu'il aille. Alors bien sûr, en boutique, la boutique, c'est le lieu expérientiel de la marque. Quand vous venez en boutique, vous allez vivre une expérience gustative, sensorielle. Vraiment, vous pouvez voir l'ensemble de nos cafés, les goûter. Mais ce n'est pas que ça, et c'est effectivement une expérience qu'on va chercher à avoir de façon vraiment omnicanale. Quel que soit le canal, quelle que soit l'interaction qu'on va avoir avec nos clients, on va chercher à proposer une expérience fluide et à proposer des services qui vont vraiment avoir une valeur ajoutée pour nos clients. Si je prends par exemple l'exemple d'un client qui va nous contacter parce que sa machine est en panne, il vit à ce moment-là un moment qui est clé pour lui, plus de café parce que la machine ne fonctionne plus. Il va nous en appeler, on va chercher. Bon, la première chose, c'est bien sûr de faire en sorte de voir si on peut manipuler avec lui la machine et essayer de trouver tout de suite une solution. Ce n'est pas toujours possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui proposer un service qui va être de récupérer sa machine et de l'envoyer en centre de réparation. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce qu'à ce moment-là, notre client il vit un moment de rupture dans sa consommation. Donc, on va aller plus loin et on va aller lui proposer une machine de prêt. Le principe, c'est de dire quand le livreur va venir chercher la machine pour l'envoyer en centre de réparation, il va lui proposer une machine de prêt qui va lui permettre de continuer à consommer son café. Et donc, vraiment, l'idée, c'est ça, l'expérience fluide à chaque instant avec vraiment des services de valeur. Et puis, ce n'est pas que ça. En termes de relation, on va chercher vraiment à lui proposer une relation dans laquelle il se sent pleinement considéré. Il va se sentir traité de façon unique, où que ce soit. On l'a dit en boutique, mais aussi sur le téléphone, sur le chat, quel que soit le canal qu'il utilise avec nous, on va chercher à le considérer. La première chose, c'est d'avoir une relation avec lui qui doit être transparente. Il faut qu'il soit en confiance avec nous, il faut qu'il sente vraiment qu'en fait, on est transparent avec lui.
On va chercher à avoir une relation aussi avec lui qui est simple, qui repose sur la simplicité, mais aussi sur la simplification, lui rendre la vie plus facile. Et puis, on va chercher à lui proposer une relation personnalisée. Quand il vient chez nous, quel que soit le canal, quelles que soient les interactions qu'il ait eues avec nous, nos conseillers clientèle, ils savent s'il est venu en boutique, s'il a commandé sur le site internet, s'il nous a appelé, s'il nous a contacté sur le chat. Ils ont une vision 360 des interactions de nos clients avec nous. Et on va chercher à lui proposer vraiment une approche personnalisée. Et puis le dernier principe, c'est celui du réenchantement. C'est vrai que l'idée, c'est que quand le client nous quitte, quand le client termine son contact avec nous, il faut qu'il soit réenchanté. Même s'il a eu une réclamation, il faut qu'il reparte avec un attachement à la marque toujours plus fort. Donc ça, c'est vraiment ça qui va faire, je pense, la particularité, la possibilité d'avoir un positionnement vraiment différenciant pour nos clients. Si je vous parle peut-être des clients, parce que tu me posais la question, Julien, de qui sont nos clients. La façon dont on regarde nos clients, c'est en fonction du niveau d'interaction qu'ils ont avec nous. On va les regarder, on a 3 typologies de clients, statut de clients qu'on a. On a des clients qui sont des connaisseurs, ce sont des clients qui sont plutôt occasionnels. Quand ils passent devant une boutique, ils vont de temps en temps s'arrêter, mais il n'y a pas une régularité de consommation chez eux. Pour autant, on va chercher à les connaître et à prendre soin d'eux. On a des clients qui sont des experts, donc là, on va avoir plus de régularité, une consommation un peu plus importante. Et puis, on va avoir nos clients ambassadeurs. Et quand on parle de nos clients ambassadeurs, c'est nos meilleurs clients. C'est les clients qu'on va vouloir chouchouter. C'est les clients à qui on va vouloir proposer un avantage particulier, une expérience vraiment distinctive. Ces clients-là, on prend soin à tous les niveaux. Et ce qui est important dans la façon dont on interagit avec eux, on va chercher à créer un lien émotionnel. Ce lien émotionnel, il est hyper important pour nous parce que c'est en créant ce lien émotionnel qu'on va créer l'attachement à la marque, qu'on va créer une empreinte dans la relation avec ce client-là qui va vraiment le fidéliser et qui va vraiment permettre d'avoir un traitement particulier, enfin, qui se sentir vraiment unique et considéré. Merci pour ces premiers éléments. Alors, Eric, donc de chez 1001 Vie, vous gérez 90 000 logements. Alors là, on est sur probablement que vous avez un certain nombre de clients consommateurs de Nespresso. Mais comme beaucoup de bailleurs, vous êtes sur des zones tendues où vous avez des clients entre guillemets captifs. Donc finalement, quel est l'intérêt pour vous de cultiver cette relation client et en tous les cas de la travailler dès lors que vous avez 10 fois plus de demandes que d'offres? Quel est votre intérêt et comment vous percevez cette notion de client? Déjà, même Julien, merci pour ton invitation. Et je pense que c'est important pour nous de témoigner et d'écouter aussi ce qui est proposé dans d'autres secteurs d'activité parce que c'est fortement inspirant pour progresser et tendre vers une amélioration du service. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre alors sur les technologies, mais aussi en vous entendant, je me dis aussi qu'on tend vers ces nouvelles idées qu'on doit pouvoir s'approprier et adapter à notre secteur d'activité. Et ces moments d'échange sont effectivement importants. Pour répondre à ta question, Julien, je pense que le premier sujet, c'est satisfaire le client. Pour nous, c'est d'abord répondre à notre mission d'intérêt général. Hein, c'est ce qui fait notre spécificité. Et répondre à l'intérêt général, c'est d'abord loger une partie de la population parmi les plus fragiles, proposer des produits du logement social, toute la gamme de produits que nous connaissons, et c'est aussi apporter un service de qualité. Certes, tu le disais, nos clients sont captifs, mais ce sont des clients qui, chaque mois, doivent payer leur loyer, et à ce titre-là, on leur doit un minimum de service et un service de qualité. Ces engagements, ils ne sont pas vains, ces engagements, ils sont traduits, ils sont matérialisés dans les conventions d'utilité sociale qu'on a signées avec l'État et les collectivités territoriales. Ce sont des sujets qui sont marqués au fer rouge dans notre ambition et nos axes stratégiques. Et c'est aussi des éléments importants dans la définition de nos politiques RSE. Concrètement, ça se traduit par des indicateurs, des engagements de service, mais également toutes les enquêtes de satisfaction. Et quand j'entends parler de voix de clients et de réenchantement, effectivement, c'est des sujets
qui commence à imprégner notre esprit de service. Deuxième sujet, c'est la question, à mon sens, de la non-qualité. Parce que la non-qualité, elle coûte cher. Elle coûte cher parce que c'est du temps homme qu'on prend pour répondre à l'insatisfaction des locataires, à la satisfaction de nos clients. Juste avant de venir, je demandais quelques indicateurs. On gère 60 000 appels téléphoniques par mois, hein, sachant que chaque appel, c'est en minimum 5 minutes de contact avec nos locataires. Quand vous traduisez ça en temps homme, en tant que ça représente, j'ai envie de vous dire, ce temps-là, je préfère le consacrer à la création de valeur, à l'accompagnement social de nos locataires, plutôt qu'à traiter de l'insatisfaction client. Et enfin, on est dans un environnement de plus en plus concurrentiel. On a besoin de se développer. Et pour se développer, on a besoin de montrer à notre client, la collectivité, hein, le maire d'une commune, qu'on est capable de délivrer un bon niveau de service. Parce que derrière, ce sont des citoyens, ce sont des électeurs, et on a besoin de prouver et de montrer qu'on est en capacité de bien gérer notre patrimoine, de bien gérer notre relation client, et d'aller encore plus loin en pouvoir en démontrer qu'on est capable de gérer tout l'accompagnement, hein, de nos locataires qui, encore une fois, sont captifs et ont cette particularité d'avoir des attentes peut-être plus importantes encore. Super, merci Eric. Donc, même s'ils ne sont pas des consommateurs, vous avez quand même une forme d'obligation et d'intérêt à développer cette expérience client. On accueille aussi Gwendoline donc de chez Châteauforme. Alors peut-être que tout le monde ne connaît pas Châteauforme. Donc peut-être dans un premier temps, vous pouvez nous présenter Châteauforme et surtout nous dire qui sont vos clients, puisque je comprends qu'ils sont multiples chez Châteauforme. Alors pour ceux qui ne connaisseraient pas encore Châteauforme, nous accueillons des réunions, des formations, des événements d'entreprise depuis plus de 25 ans, grâce à 70 maisons en France et en Europe, dans 7 pays. À l'origine de cette belle aventure, en fait, on a 2 entrepreneurs, Jacques Horowitz et Daniel Habitant, qui ont une passion commune, les hommes comme morale et les clients comme religion. Et en fait, Châteauforme est venu d'une frustration en fait, qu'avait Jacques Horowitz, qui était professeur en marketing, spécialisé dans l'expérience client. Et en fait, il n'arrivait pas à trouver le lieu idéal pour organiser son séminaire. Et donc, en fait, fort du soutien financier de son ami Daniel, eh bien, il a lancé Châteauforme chez lui, dans sa propre maison de famille, où le participant y était reçu comme à la maison, avec tout le cadre chaleureux nécessaire et professionnel. Et c'est comme ça qu'a débuté Châteauforme en 1996. Alors, on dit que Châteauforme a l'habitude de reposer sur 3 piliers, ses belles maisons, son concept, et sa culture, ses talents. Et en fait, si on regarde un peu plus précisément, les 2 premiers piliers sont copiables. Aujourd'hui, on ne se revendique pas comme avoir les plus belles maisons de France et d'Europe. En termes de concept, le comme à la maison, le tout compris, sans souci, a été repris par des concurrents et même par des maisons de retraite. Toutefois, sa culture, ses talents, c'est notre force aujourd'hui et c'est ce qui fait qu'on reste inimitable dans notre marché. Et nous étions depuis le début entreprise humaniste. Nous sommes depuis quelques semaines société à mission, c'est-à-dire qu'au sein de nos statuts, nous avons inscrit cette phrase que je vais lire parce que je ne la connais pas encore par cœur et je ne veux pas me tromper mot pour mot. Les équipes Châteauforme insufflent la chaleur ajoutée à chaque rencontre pour inspirer les entreprises et leur permettre de révéler leurs talents. Voilà, c'est là-dessus que s'inscrit en fait Châteauforme aujourd'hui et depuis plus de 25 ans. Tu voulais que je parle de nos clients? Oui, parce que vos clients, alors on a ceux qui ont eu la chance d'être reçus chez les autres, apprécient la qualité de l'accueil, oui. Mais je comprends que finalement vos clients sont multiples chez Châteauforme et que vous avez une attention pour chacun d'entre eux.
Oui, tout à fait. Alors, nos clients, c'est aussi bien les entreprises du CAC 40 que des PME, des ETI, en France et à l'international. Et en fait, parce qu'on a une palette d'offres qui est assez large et qui nous permet de profiter de l'expérience Château Forme pour tout type de budget. On est exclusivement dédié aux séminaires d'entreprise. Donc, ça veut dire que nos clients ne vont pas se retrouver face à une clientèle individuelle ou avec un mariage dans le salon d'à côté. Et on va recevoir tout type de profil, donc aussi bien des équipes de vente, de marketing que des cadres dirigeants. Mais en fait, à ses débuts, Château Forme recevait des réunions plutôt de type formation. Et au fur et à mesure, on a réussi à s'élargir en fait à tout type de typologie. Donc, on accueille désormais des conventions, des galas, des showrooms, tout comme des rencontres entre dirigeants. Et en fait, bien sûr, je me vois particulièrement dans le discours de Constance. On a des ambassadeurs, on a des newcomers, on a des fidèles, et on attache une affection particulière à les traiter en fonction de leur segmentation. Et si on bascule sur le prisme interne, les sites sont le client interne de Château Forme. Donc les sites, les maisons, c'est-à-dire que le siège, la maison de famille, chez nous, est au service du terrain, afin qu'il soit totalement dédié à l'accueil des participants. Et en fait, on a une organisation interne qui est très particulière, notamment une pyramide inversée, qui est tout sauf classique, puisqu'en fait, elle place à son sommet le client. Puis viennent ensuite nos sites, puis les équipes de la maison de famille, le siège, et en tout dernier lieu, les leaders, qui servent les équipes et qui ont un rôle de facilitateur. Donc les clients, les hôtes, ceux qui sont en proximité, ceux qui sont sur le terrain, ouais. Ceux qui sont en contact avec le client final, sont les clients du siège et sont considérés comme tels, avec des obligations. Sont les clients, voilà, avec des obligations. Okay. Donc c'est un concept qu'on peut aussi importer dans le secteur de l'habitat. Merci. Alors Romain, donc, de CDC Habitat, qu'on ne présente plus, avec plus de 500 000 logements. Donc vous avez plus de 60 agences sur le territoire. Et finalement, est-ce que comment vous considérez vos clients? Et est-ce que vous avez une segmentation de vos clients, ce qui existe dans pas mal d'entreprises? Ou est-ce que vous envisagez des approches différenciées de vos clients? Oui, alors CDC Habitat, c'est une filiale de la Caisse des dépôts, donc une société de droit privé, filiale d'un établissement public. Et au sein de la galaxie Caisse des dépôts, on fait partie de la Banque des territoires. Donc c'est 500 000 logements, comme tu le disais. Donc à ce titre-là, il y a des clients importants qui sont les collectivités, les territoires, les collectivités locales, où là, il y a une approche très personnalisée dans l'approche et les relations du groupe avec ces collectivités, puisque le groupe gère toute forme de logement, des résidences gérées pour les étudiants, pour les seniors, au logement tel que vous le connaissez, au logement social, au foyer, et d'autres typologies de logements, type des immeubles intergénérationnels. Donc, avec les territoires et ces clients-là, il y a une relation de proximité et de personnalisation très forte. Avec les clients locataires, c'est à peu près 1 million de personnes logées. Donc, pour un environnement, alors si on prend que CDC Habitat, c'est à peu près 300 000 logements. Après, il y a des filiales, Maisons et Cités dans le nord de la France, Adoma, qui est en charge de foyers, d'autres établissements dans les SIDOM. Et donc la direction des services clients, elle a pour principaux clients les locataires, donc le type B2C, et dans ces locataires, on a deux approches. La première, c'est de faire rentrer des nouveaux locataires, faire rentrer des nouveaux locataires, où il y a une organisation spécifique pour ça, et ensuite gérer la relation client avec ce million de locataires. Donc nous, plus que on sait qui sont nos clients, les clients du groupe, puisqu'on fait un certain nombre d'études, des baromètres annuels, mensuels, des études sur qui ils sont. On définit des personas pour faire des typologies et des segmentations. Mais ce qui nous intéresse principalement, nous, c'est ce qu'ils attendent de nous en termes de services,
en termes de proposition de valeur, en termes de différenciation. Et donc, pour ça, on a un certain nombre de dispositifs qui permettent de mesurer et d'évaluer leurs attentes avec des enquêtes qui vont au-delà de la satisfaction, des panels locataires aussi. On a un panel avec 1500 clients qui représentent l'ensemble et qu'on consulte assez régulièrement. Et donc, on essaye d'anticiper leurs besoins, leurs demandes en utilisant tous les services qui sont ici. Super, donc des clients très nombreux et du coup avec un réseau national. Alors quels sont les canaux que vous avez déployés et pour chacun d'entre eux, quels sont les services que vous apportez? Parce que le groupe a besoin de gérer à la fois de la proximité mais aussi une forme d'industrialisation et de gestion à la distance. Quels sont les canaux justement que vous proposez à vos clients et les services que vous apportez? Alors nous, on est une organisation, on parle beaucoup de subsidiarité aujourd'hui, mais une organisation en réseau, donc avec 60 agences qui sont organisées autour de 6 directions régionales, et puis des directions centrales qui ont un rôle normatif ou en tout cas un rôle d'uniformisation des processus. Donc en termes de services, par exemple, sur l'acquisition de nouveaux clients locataires ou pour les ventes, pour ceux qui connaissent, avec une structure centrale qui délivre un service uniforme pour l'ensemble du territoire national. Ensuite, sur la partie relation client, on essaye de délivrer un service qui va au-delà des quatre murs du logement et qui viennent enrichir finalement le bail qu'on peut signer avec ses locataires. Alors on a essayé un certain nombre de solutions, dont beaucoup sont ici, comme Papernest, etc., les services de conciergerie, de mise en relation, de création de communautés. On propose, on essaye de mettre ça en œuvre et de faire adhérer nos locataires. On construit d'ailleurs les offres qu'on leur propose avec eux, avec le panel et les enquêtes qu'on peut mener. Et puis, on a des services autres comme tout ce qui est, en fait, on revient aux fondamentaux dans la relation client, parce que ce qui intéresse principalement nos clients, c'est l'excellence dans chacun des moments de ce qu'ils attendent, c'est-à-dire on a des moments de vérité, hein, l'entrée, d'abord la visite du logement avant d'être client, l'entrée dans les lieux, la signature du bail, le paiement du loyer, c'est un des 6 moments de vérité. Ensuite, il y a les traitements des demandes que vous pouvez faire, demandes administratives, techniques dans les parties communes ou privatives, et puis la sortie dans le logement. Alors, ce qu'attendent principalement nos locataires, nos acquéreurs, c'est que toutes ces 6 étapes soient parfaitement exécutées. Et donc pour ça, on met à disposition un centre de relations clients, ça c'est assez classique, où il y a une centaine de collaborateurs qui travaillent soit sur l'avant-vente, avant que les clients deviennent locataires, où là il y a une quarantaine de personnes, tout ce qui est les outils numériques qui permettent le self-care et qui permettent aux locataires d'être autonomes dans le traitement de leurs demandes, surtout administratives d'ailleurs. On travaille avec des solutions qui sont ici pour mettre en relation le triptyque client, fournisseur, collaborateur, et notamment permettre aux clients de traiter ces demandes techniques d'intervention pour des interventions dans les ascenseurs ou dans les parties privatives de manière autonome. Donc ça, c'est des projets qui sont en cours de déploiement chez nous. Et on essaye aussi, on avait pour credo de faire un dispositif qui permettait de louer sans se déplacer. Donc de digitaliser tout, on a commencé en 2017, de digitaliser toute la chaîne de location, voire d'accession. Là, c'est un peu plus difficile, mais de la visite numérique, virtuelle, à la signature du bail en ligne, au paiement du loyer, au traitement du dossier pour accéder au logement, etc. Donc on a digitalisé toute cette chaîne de ce processus. Et c'est surtout là-dessus que nos clients nous attendent, c'est-à-dire vraiment avoir une excellence opérationnelle sur chacune de ces étapes, sur une immédiateté dans les réponses, réponse aux demandes, réponse quand on veut évoluer d'un logement à un autre, etc. Et alors en parallèle de ça, je vous disais, on essaie d'enrichir nos logements par des services annexes qui fonctionnent parfois plus ou moins.
Et vous pouvez en citer la nature, parce que ce que j'ai compris, c'est que ces services, vous aviez testé un certain nombre d'entre eux, mais qui ne faisaient pas nécessairement la différence auprès de vos clients, et que finalement, l'expérience, elle reposait sur d'autres éléments que le simple apport de nouveaux services. Oui, effectivement. En fait, c'est moins différenciant que le logement, hein, finalement, qui répond à un prix, à une localisation et à une typologie. Mais on a déployé des services de mise en relation à l'échelle d'un quartier, d'un ensemble immobilier, de création de communautés, des services autour de comme Smile par exemple, Paper Ernest, BeMove qui doivent être ici. Alors après, il y a aussi beaucoup de choses autour du logement social et là qui fonctionnent beaucoup plus dans le milieu associatif. Je pense à des partenaires avec des associations comme la FEV où on crée un lien social avec des étudiants pour lesquels d'ailleurs on met à disposition des logements en co-living et qui viennent donner des cours, des soutiens scolaires à d'autres étudiants qui sont plus en difficulté, ou des associations comme Culture du Cœur qui permettent un accès plus facile à la culture, au sport pour nos clients locataires. Donc ça, c'est des partenariats qui fonctionnent très bien, qui créent du lien et qui font une différenciation avec le logement de l'immeuble d'à côté qui ne nous appartient pas. Et voilà à peu près les types de services qu'on peut mettre en œuvre. Il y en a beaucoup d'autres, mais ce qui vraiment est important à nos yeux, en tout cas au titre de cette direction, c'est l'excellence opérationnelle dans chacune des étapes des contacts et comment, au niveau central, on peut exécuter ces demandes et comment, quand ça revient au local, on arrive à avoir une uniformisation dans le traitement des demandes de nos clients. D'accord, donc les services, c'est un plus, mais si je résume, hein, il faut d'abord avoir un bon produit et être très bon dans la mise en œuvre de ces process. Un bon produit, au bon endroit, au bon prix, un bon loyer ou au bon prix d'acquisition. Ça, c'est les fondamentaux du résidentiel. Donc, ouais. Ok. Alors, Nespresso, vous êtes connu et reconnu pour avoir développé tout un ensemble de canaux. Est-ce que, Constance, tu peux nous faire un peu une vue de tous les canaux qui sont proposés à vos clients et surtout, et par ailleurs, les canaux que vous testez aujourd'hui à l'aune de toutes ces innovations digitales? Alors oui, effectivement, on a plusieurs canaux. Le premier canal, le principal, ça reste le téléphone. Et c'est vrai que dans un contexte où c'est vrai qu'on développe beaucoup le self-care, le fait d'avoir un conseiller au téléphone, ça reste une attente d'une grande partie de nos clients parce qu'ils sont quand même en attente d'une relation humanisante sur lesquelles ils ont une capacité à interagir rapidement. Donc ça reste notre premier canal. Mais on a développé beaucoup d'autres canaux. On est notamment très présent sur notre site internet à travers le chat. On fait en sorte d'avoir vraiment beaucoup de conseillers disponibles pour pouvoir accompagner nos clients sur le site. C'est le principal canal d'achat, hein, le site internet. Donc c'est important qu'on puisse les accompagner dans leur parcours d'achat, mais aussi sur toutes les pages relatives à des FAQ, à des questions sur leur compte, le fonctionnement de leur machine, etc. Donc on est très présent sur le chat. Sur le chat, tout à l'heure, c'était évoqué, on utilise un bot. Donc c'est vrai que la première interaction qu'on a avec le client à travers le chat, c'est à travers le bot. Et puis on a ce qui nous permet aussi d'être disponible et de répondre à des questions de clients, même quand on n'a pas de conseillers qui sont disponibles ou sur des horaires sur lesquels on n'est pas ouvert. Et puis ensuite on escalade assez rapidement sur un conseiller clientèle qui va pouvoir traiter pleinement la demande si jamais le bot n'a pas répondu au premier niveau de questions de nos clients. On est aussi très présent sur les réseaux sociaux. Nos clients peuvent nous joindre via Instagram, via Facebook, via Twitter. Ça fonctionne bien. C'est pas le plus gros volume, mais c'est important. Et puis c'est aussi un canal sur lequel on a beaucoup de réclamations. Donc c'est important qu'on soit réactif sur ce type de canaux. Et du coup, vous avez des équipes dédiées pour réagir à ces... On a des équipes dédiées. Ouais. Alors sur les réseaux sociaux, en plus, comme on a vraiment un sujet de marque et d'image, on a vraiment des équipes dédiées, des community managers, c'est vraiment des équipes à part qui sont capables de traiter une demande client, mais aussi de répondre sur des sujets qui peuvent être plus publics, je dirais,
et des sujets plus d'image. Voilà. Et après, on a donc des conseillers clientèle qui sont, eux, donc téléphone, chat. Et aussi, on a ouvert cette année un nouveau canal qui est le canal e-message. Pour nos clients qui ont un support Apple, du coup, ils peuvent utiliser, interagir avec nous via cette application de message. Donc ça permet d'avoir aussi un canal un peu différent. C'est proposé très rapidement. En fait, quand le client cherche sur Google Nespresso, finalement, il a tout de suite cette possibilité qui lui est proposée. Ça fonctionne très bien. Et puis, on a un dernier canal qui est important aussi parce que je vous en parlais tout à l'heure. C'est un canal qu'on a dédié à nos clients ambassadeurs. C'est un canal qui est pour eux, c'est le canal WhatsApp. Ça fait un moment qu'on l'utilise. Le canal WhatsApp, il est vraiment bien parce qu'il nous a permis assez rapidement de proposer à ces clients-là une instantanéité de la relation à travers WhatsApp, mais aussi sur les horaires où on n'est pas disponible, une capacité à avoir un fonctionnement asynchrone sur lequel le conseiller clientèle va pouvoir traiter le message le lendemain, dès lors que on aura des conseillers qui sont disponibles, quoi. Et du coup, en introduction, vous nous parliez du caractère simple de la relation que vous cherchez à entretenir. Donc on voit que ces canaux s'inscrivent dans cette logique, WhatsApp, e-message. Mais vous avez souligné aussi la nécessité de personnaliser la relation. Comment on arrive, parce que vous avez 3 millions de clients en France, je crois, comment on arrive à conserver cette personnalisation avec tous ces canaux ouverts et cette masse de consommateurs qui sont en relation avec vous, alors pas quotidiennement, mais quand même assez régulièrement. Comment vous arrivez à faire en sorte que le client se sente reconnu systématiquement? Oui, alors effectivement, ça fait partie des enjeux forts pour nous. Alors le premier point, c'est l'omnicanalité, ce que je vous disais tout à l'heure. Un conseiller clientèle, il faut qu'il ait la vision à 360 des interactions de nos clients avec nous. Donc là, déjà, ça veut dire qu'on met à disposition des outils qui sont les mêmes pour tous les canaux et sur lesquels, du coup, effectivement, il a rapidement les informations qui vont lui permettre de pouvoir lui dire « Ah oui, vous me rappelez sur cette réclamation, voilà, je sais exactement ce qui s'est passé, je sais avec qui vous avez échangé, je sais quand vous nous avez appelé, etc. » Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'amener des éléments à nos conseillers clientèle facilement pour pouvoir personnaliser. Par exemple, on va avoir des propositions sur de la reco café. On a quand même l'avantage d'avoir beaucoup de données sur nos clients. Alors sur du café, c'est assez rare. Donc du coup, effectivement, nous, on connaît nos clients, on sait ce qu'ils consomment et donc on est capable de pousser l'information à nos conseillers clientèle sur ce client-là, propose-lui tel café parce qu'il a déjà bu ça, il consomme ça. Et donc du coup, ce nouveau café qu'on sort ou celui-ci, il ne l'a jamais testé, vas-y, propose-lui. Et donc ça permet d'avoir au conseiller clientèle directement une information qu'il peut utiliser et qui va lui permettre d'avoir une proposition ciblée et efficace pour le client. Et puis, je dirais, il y a un point qui est assez important pour nous. On est dans les valeurs fortes que l'on a dans la marque chez Nespresso, c'est ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire c'est le fait de prendre soin des autres. Donc, bien sûr, on prend soin de nos collaborateurs, de nos clients, pardon. Le client, c'est une clé. Quand vous êtes recruté chez Nespresso, bien sûr, on va chercher le sens du client que vous avez. Et ça fait partie vraiment de l'ADN de la marque, ça c'est sûr. On va prendre soin de nos caféiculteurs, on va prendre soin de nos partenaires, nos fournisseurs. Ça fait vraiment partie des valeurs fortes de la marque. Et du coup, bien sûr, vous me voyez venir, on va prendre soin de nos collaborateurs. Et ce qui est hyper important, c'est que si notre collaborateur et notre conseiller clientèle, il vit une expérience fluide, si lui-même, c'est facile, s'il a des outils qui sont performants, s'il a une information qui arrive facilement à lui, il ne va pas être focus sur son process et sur son outil pour traiter sa demande, parce que bien sûr c'est hyper important qu'il traite correctement la demande, mais il va pouvoir être disponible pour son client, il va pouvoir être vraiment dans une interaction de qualité. Donc c'est très important qu'on amène en fait à travers nos outils des éléments qui vont lui permettre d'être pleinement disponible et d'exploiter toutes les datas qu'on a sur nos clients. Super, merci Constance. Alors, je crois que 1001 Vie aussi déploie un certain nombre de canaux, mais comme beaucoup d'autres bailleurs, un réseau d'agences et de personnel de proximité. Et Eric, je sais que tu es très sensible au concept de l'hyper-proximité en complément de tous ces canaux. Est-ce que tu peux revenir sur le pourquoi et comment ça interagit avec les autres canaux d'échange? Oui, absolument. Il y a 1001 Vie, il y a historiquement
déployer une gestion de proximité très forte. Je pense qu'on est assez reconnu pour avoir déployé ce concept avec des délégations et un maillage territorial très, très fort. Et l'hyperproximité, finalement, c'est une autre manière de parler de proximité, ou plus exactement, comment on parle de proximité à l'heure du digital. Quand eh bien, les attentes des locataires évoluent et qu'on est amené à développer plusieurs canaux d'échange avec nos locataires. Donc oui, on a développé, mis en place un centre de relations clients. On développe les applications locataires pour le rendre plus autonome dans la réalisation de ces tâches administratives simples. Et finalement, l'hyperproximité, ça va être théoriser le fait de répondre spécifiquement avec le bon canal à un besoin ou à une situation ou à un profil de locataire. Comment on va adapter notre réponse en fonction de chacune de ces situations. Alors pour cela, on a écouté la voix du client, on a mené un certain nombre d'études et puis on a catégorisé nos locataires en profils. On a des profils techno-distants, techno-agiles, techno-pratiques, techno-empêchés. Voilà, c'est le reflet de la population. On est plus ou moins à l'aise avec les outils digitaux. Mais ce qui fait aussi la particularité du logement social et de notre secteur d'activité, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, on gère une population captive, on gère des difficultés, on est au cœur de la vie de nos locataires, des habitants, et on doit être en mesure d'apporter un service complémentaire. Ce service complémentaire, c'est notre réseau de proximité qui doit pouvoir répondre à la gestion, à la prise en charge d'un certain nombre de situations complexes qui renvoient à des situations sociales, à des situations économiques extrêmement fragiles, avec des attentes toutes particulières qui sortent peut-être un peu plus de l'ordinaire de tout ce qu'on entend dans les sociétés de services. Et donc ça va nous amener à repenser nos métiers, notre maillage territorial, les missions qu'on confie à nos collaborateurs en proximité pour créer beaucoup plus de valeur, pour détacher ou transférer les tâches sans grande valeur ajoutée vers des centres de services partagés et remobiliser nos collaborateurs en proximité sur ce qui va apporter un peu plus de lien social dans la relation avec nos habitants. Par exemple, vous savez que la question des seniors devient essentielle. Ça va devenir un segment important de la population que l'on loge. Et derrière la question de la seniorisation de nos populations, il y a comment on accompagne les questions liées à l'isolement, les questions liées à la perte d'autonomie. Et donc, dans ces évolutions de métiers, pour moi, il y a cette hyper-proximité. Comment on fait évoluer nos collaborateurs pour prendre en charge ces nouvelles attentes de nos locataires et répondre à cette question de l'amélioration du service. Super, merci Eric. Alors chez Châteauforme, vous faites un peu le chemin inverse, c'est-à-dire que vous avez parié sur l'hyper-proximité avec les autres qui reçoivent comme à la maison les séminaires. Et progressivement, vous commencez à déployer des nouveaux canaux et notamment vous déployez des outils digitaux. Alors qu'est-ce qui, est-ce que dans nos échanges préparatoires, je comprends que vous avez hésité assez longuement à déployer ces outils digitaux. Aujourd'hui, pourquoi vous faites appel aux technologies et qu'est-ce que vous en attendez chez Châteauforme ? Alors, en fait, pour répondre à ta question, je pense qu'il faut distinguer ce qui est visible de l'externe et de l'interne. Comme je vous l'expliquais précédemment, nous sommes avec une pyramide inversée où nos collaborateurs sont notre priorité.
Et donc, on a privilégié les outils internes, en tout cas ces dernières années. Et avec la croissance de Château Forme et notamment l'acquisition de nouvelles entités, on ne pouvait plus s'affranchir d'une transformation digitale majeure. Et vu qu'on est profondément centré sur l'humain dans les esprits, il nous a fallu opérer une conduite du changement importante avec l'ajout de nouvelles fonctions, créer un écosystème digital, se soumettre à la méthode agile, sans altérer les fondamentaux de la culture, qui sont dans une culture d'hyper-proximité du coup. Et en brisant les silos, en fait, ça nous a permis d'aligner les objectifs sur une même vision et de faire en sorte que les différentes équipes ont joint leur effort dans cette mise en œuvre. Et on le sait, la transformation numérique est un incontournable, notamment quand on veut suivre le comportement de son client. Et cette digitalisation progressive au sein de Château Forme a permis de briser en fait, certaines idées reçues, et notamment le fait qu'il ne fallait pas voir le digital comme substitut de l'homme, mais plutôt comme un service de l'expérience. Et tout à l'heure, tu demandais qu'est-ce que c'est qu'une expérience client réussie. Eh bien, en fait, c'est une expérience où le client ressort heureux. Alors, heureux, on pourra philosopher sur ce terme, mais en fait, c'est qu'il est satisfait. Aujourd'hui, on a 96% de satisfaction de nos clients à Château Forme. Et en fait, c'est heureux parce qu'on a fait écho à la promesse. Et autant le participant est convié au séminaire et il peut profiter pleinement du moment, autant l'organisateur peut être voué à du stress. Et ça peut entacher son séminaire. Donc aujourd'hui, notre souhait, c'est de le combler en fait, et qu'il vive un parcours sans couture, fluide, où à chaque étape, ça vient concrétiser ses attentes et son besoin, et il s'est senti accompagné, guidé, rassuré par un être humain ou non. Et que les ingrédients, en fait, pour atteindre son objectif, justement, lui fait entrevoir la magie, la gentillesse à chaque rencontre. En tout cas, il s'agit de vivre une expérience qui a du sens, parce que c'est ça qui crée l'émotion, et ça nous donne envie de retenter l'aventure et de revenir. Ouais, et ce que je comprends, c'est que vous avez fait le choix de spécialiser vos équipes. Donc vous avez des spécialistes à toutes les étapes de la relation client. Oui. Alors c'est souvent un débat chez les bailleurs sur est-ce qu'on doit avoir des généralistes ou des spécialistes. Donc est-ce que tu peux en quelques mots nous expliquer pourquoi ce choix, et surtout finalement comment les outils digitaux permettent quand même une expérience fluide pour l'organisateur et pour le client qui est face à des spécialistes qui ont probablement pas toute l'information client, ou en tous les cas tout l'historique de la relation client. Oui, alors c'est vrai qu'on a créé il y a quelques années une welcome room, donc qui est vraiment le premier instant où on éveille les 5 sens du client, les 20 premières secondes à peu près, et ça nous permet ensuite d'orienter au mieux la demande, donc essentiellement par téléphone. En tout cas, c'est le canal privilégié. On a davantage de demandes sur Internet de plus en plus, donc on s'y attelle. Mais cette Welcome Room permet d'orienter vraiment la demande au sein des expériences et des équipes commerciales. Les équipes commerciales sont généralistes. Elles sont capables de parler de Château Forme et de toutes les maisons, parce qu'en fait, c'est là si on avait justement un conseiller par maison, ça multiplierait justement les interlocuteurs quand ce n'est pas cette maison qui est choisie. Donc on a des généralistes au niveau des équipes commerciales. Toutefois, à partir du moment où le client a fait son choix, qu'il a tamponné en bas à droite son devis, il passe entre les mains d'une Magic Planner. Et là, c'est une personne qui est dédiée, une experte dédiée de la maison, qui va accompagner, chouchouter notre client sur la partie logistique jusqu'au jour J. Ensuite, là aussi, on est sur le domaine de l'expertise quand on passe entre les mains d'un couple d'hôtes, puisqu'en fait, c'est lui qui gère sa maison, qui y habite d'ailleurs avec toute sa famille. Et là, on a une notion d'expertise tout du long du séminaire. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il est porté, soutenu par les équipes du siège de la maison de famille. Et ensuite, sur la partie comptabilité, parce que c'est vraiment un service qu'il ne faut pas négliger,
puisque c'est les derniers instants du client et on est dans le faire revenir. C'est là où on va favoriser le repeat business. Et bien là aussi, on a des comptables qui sont sectorisés, donc par secteur d'activité de nos clients pour mieux les connaître dans leur comportement justement financier. Et donc vous déployez des outils pour que toute cette chaîne de spécialistes arrive à s'articuler, hein. C'est ça l'enjeu, que le client reprenne pas son histoire à chacune des étapes. Exactement. En fait, aujourd'hui, le digital est là pour contribuer à cette expérience que Château Forme mène depuis plus de 25 ans. Et chacun a sa vision du plaisir. En fait, l'émotion, c'est laisser le choix au client. Et qu'est-ce que c'est que d'avoir le choix ? Eh bien, en fait, c'est faire ce que l'on veut quand on le veut. Et c'est le propre même de notre concept. Donc en fait, on veut faire pareil en digital. On veut que les clients aient le choix de son parcours préféré, de son canal préféré, de son organisation préférée, de sa préparation préférée, en ligne ou non. Et c'est ce vers quoi on tend pour notre vision digitale à l'externe, c'est de proposer une organisation le plus en ligne possible, avec tout le loisir possible et ce qui fait le plus plaisir au client, quelle que soit sa fonction et quel que soit son profil. Le digital, on l'a vu là au travers des différents discours, est créateur de valeur et sert les enjeux de l'entreprise. Donc ça, je ne vous apprendrai pas que justement ça réenchante l'expérience. En tout cas, nous, on s'appuie sur le digital pour réenchanter l'expérience en y ajoutant des services, en fluidifiant le parcours et de la donnée notamment, qui, quand elle est de qualité, crée un waouh à chaque étape et favorise la fidélisation et la reconnaissance client. Et ça permet d'enrichir et de personnaliser l'expérience client et collaborateur notamment, puisque quand son expérience est facilitée, il peut se tourner plus facilement vers la relation client. Et ça favorise également l'agilité opérationnelle, parce qu'il ne faut pas négliger le terrain. Et donc, ça efface toutes les actions chronophages. Ça fait gagner en productivité. Et en digitalisant tous ces processus internes, dont je vous parlais tout à l'heure, cette priorisation que nous avons mis à digitaliser les processus internes, et ben en fait, on renforce, on améliore la relation de client, parce qu'en fait, on offre du temps. Et notre course au bonheur du client, bah ça nous pousse sans cesse à avoir un temps d'avance. Ok, super. Donc, on voit à ce stade, vous avez parlé de quelques éléments qui font l'expérience client. Déjà, avoir un bon produit et des bons services. Avoir une capacité à déployer des process et à être efficace dans les process opérationnels. Donc ça relève de la technique, entre guillemets. Moi, j'ai noté qu'il y avait un enjeu à personnaliser la relation, et donc c'est là où il y a tous les outils digitaux qui doivent être en soutien. Mais vous avez tous insisté sur la notion d'émotion, de faire vivre des émotions, de développer une expérience, d'avoir un effet waouh, finalement d'apporter un plus qui fait la différence dans des produits de consommation qui sont parfois indifférenciés. Et ça, on voit bien que ça relève plus de la culture que du process ou des outils. Alors, c'est un peu le dernier thème de notre conférence, c'est comment on arrive à faire vivre cette culture, surtout dans des organisations qui tendent à grossir. Alors, c'est le cas des bailleurs sociaux, hein, qui sont tous dans des opérations de fusion, de regroupement, avec des réseaux de plus en plus importants, avec des collaborateurs qui sont parfois éloignés, où quand on avait une simple agence, c'était plutôt assez simple de développer cette culture et de l'entretenir. Mais là, on a affaire à des organisations de plus en plus complexes et de plus en plus distantes. Comment vous arrivez à inculquer cette culture client auprès de vos équipes? Voilà, c'est une question ouverte pour nos 4 speakers. Oui. Non, je vous en prie. Non, alors chez nous, effectivement, on a un groupe de 10 000 collaborateurs, dont dès lors qu'il s'agit des systèmes d'information, des extranets clients, des chatbots, des centres de relations à distance ou des équipes verticales, c'est assez facile par la formation, l'accompagnement, d'avoir une homogénéité dans les réponses qui sont données. Quand il s'agit d'une organisation en réseau, c'est beaucoup plus compliqué et ça demande, en tout cas nous, ce qu'on a déployé, c'est déjà une équipe dédiée qui soit spécialisée sur l'expérience client, sur justement tout ce que va vivre le client à chacune des étapes de sa vie dans le groupe. Ça demande aussi beaucoup de formation
d'outils, de méthodes. Nous, on a un logiciel, un CRM Microsoft Dynamics qui gère justement toutes les demandes que les clients peuvent nous faire, en plus de notre ERP qui, lui, gère plus le côté administratif, patrimoine, loyer, etc. Et puis donc les outils, la méthode, la formation, une équipe dédiée, beaucoup d'acculturation, d'associer les collaborateurs comme acteurs dans la transformation de la culture de l'entreprise. Nous, on a déployé un programme avec cette équipe justement et puis l'ensemble des managers de cette direction qui sont allés justement déployer le référentiel de qualité de la relation client dans les 60 agences. Ça a démarré en 2021, c'est prolongé l'année dernière. Et donc aussi beaucoup de mesures, de savoir de quoi on parle, mesurer chacune des étapes, après le traitement d'une demande, après des travaux de réhabilitation de l'immeuble ou des logements, après l'entrée dans des lieux, etc. Bon. Donc de mesurer la satisfaction et les attentes de nos clients à chaque étape de leur vie et par rapport à ces mesures de voir les écarts avec le référentiel qu'on s'est donné et d'aller infuser cette démarche auprès d'une agence à peu près 60-70 collaborateurs et à chaque fois d'aller avec une redondance. Il y a aussi un gros programme de formation-action où justement qui se déroule sur 6 mois où on est accompagné par des organismes spécialisés, mais où l'ensemble du personnel d'une agence va définir son plan d'action par rapport à ses résultats et le suivre pendant 6 mois. Et on pense que ça permettra d'acquérir justement tous les réflexes des bonnes pratiques en termes de relations clients. Puis enfin, je pense aussi qu'il faut qu'il y ait une vraie, dans toutes les strates de l'entreprise, qu'il y ait une vraie dynamique de cet enjeu sur la satisfaction des clients, la réponse à leurs demandes, etc. Oui. Cette culture client, comment on l'entretient et comment on la fait vivre? Alors, chacun de nous, Talent Château Forme, on doit continuellement apporter notre pierre à l'édifice. En fait, c'est pas ce que l'on dit. À Château Forme, c'est ce qu'on fait. Et pour fédérer un collectif, il faut faire vivre des symboles et même des rites. On a un vocabulaire particulier, vous l'avez certainement entendu lors des échanges. Au sein des maisons, on a des maîtresses de maison plutôt que des femmes de chambre. On a des hôtes de table plutôt que des serveurs. On parle de maison de famille et non de siège. On dit également responsable et non directeur. Donc tous ces symboles, en fait, ce sont des exemples au sein des équipes. Comme autre symbole, par exemple, le COMEX fait une semaine autrement au sein d'une maison, c'est-à-dire qu'il va remplacer toute une équipe et servir nos participants. Et donc ça aussi, c'est un signe d'exemplarité. Donc pour exemple, on a notre directeur général qui va être casserolier le lundi, mardi, il va être hôte de table et maîtresse de maison le mercredi. Et cela pendant une semaine. Et pour permettre à la maison de vivre autre chose. Un autre rite annuel que l'on fait, c'est la démarche Happy, pour engager, pour reconnaître, pour fédérer nos équipes. On a une enquête en fait qui va mesurer le bonheur des équipes une fois par an. Et ensuite, ça permettra aux leaders de rectifier, d'engager ces équipes peut-être un peu différemment. Et d'ailleurs, vous parliez de mesure. La mesure à Château Forme, fait partie de notre culture, c'est extrêmement puissant, puisqu'on a une maxime qui est tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà vécu l'expérience, nos participants remplissent un billet doux et acidulé, ou encore nos organisateurs donnent leur ressenti comme un feedback de l'expérience globale. Et donc, ça nous permet de réagir, d'ajuster. Et d'innover. Et d'ailleurs, chaque feedback est partagé à l'ensemble de l'entreprise pour une prise de conscience collective. Alors, parfois, l'expérience est teintée de déception, mais on a des comités fidélisation au sein de chaque expérience qui nous permettent de réagir en moins de 48 heures et de faire une réponse qui est vraiment adaptée à l'émotion du client. Et de la même manière, je parlais des clients internes, 2 fois par an,
les maisons, les hôtes, vont faire un feedback au service support de la maison de famille. Et ça nous permet de nous améliorer, de nous adapter pour mieux les servir. Et ils serviront encore mieux, justement, nos clients sur le terrain. Et les décisions fondamentales, d'ailleurs, de Château Forme sont prises en co-construction avec les sites et les équipes de la maison de famille, parce que justement, ça permet de s'assurer de la justesse de la décision, sa pérennité et puis surtout son adhésion. Pour terminer, on a des rites qui sont individuels, bien entendu, des rites de management, de coopération. Et surtout, on parle beaucoup de digital, mais à Château Forme, on va privilégier quand même le présentiel. Parce que quand on a de la rencontre, et ça vous le savez en séminaire pour ceux qui sont déjà venus chez nous, la rencontre en fait crée l'émotion, et c'est l'émotion qui crée le souvenir. Et c'est le digital qui va servir cette émotion dans la culture du souvenir. Et au-delà de tout ça, on prend soin de nos talents, parce qu'un talent heureux fait des clients heureux, et c'est là-dessus que surfe notre culture. Et aussi, on laisse place à l'échec, parce que laisser place à l'échec, en fait, ça permet à la culture d'être plus agile et d'être plus ouverte aussi sur l'innovation. Merci. Oui, alors, chez 1001 Vies, la satisfaction client, c'est au cœur de la stratégie de l'entreprise. C'est même un des 3 grands axes stratégiques pour les collaborateurs. C'est favoriser la proximité et l'écoute des résidents en apportant toute l'attention et à la qualité des produits, des services et de la relation que méritent nos locataires. Cette ambition et cet axe stratégique, il se décline aussi en valeurs pour les collaborateurs, des valeurs qui sont exprimées dans un référentiel managérial et qui prônent la proximité, la co-responsabilité et la proactivité. Proximité au sens où on doit être au service de nos clients, notamment de nos locataires. La valeur de la co-responsabilité, qui est que chaque collaborateur de 1001 Vies s'engage pour la satisfaction de tous. Et puis la valeur de la proactivité, au sens où on doit travailler pour anticiper les nouveaux besoins, pour anticiper les évolutions sociétales et s'adapter et être utile à tous. Donc c'est effectivement un ensemble de choses, alors peut-être un peu conceptuelles, mais très concrètement, tout cela, on les retrouve au quotidien dans le management des équipes, que ce soit dans les fonctions support ou dans les directions plus opérationnelles. Et d'une manière plus concrète, peut-être pratique, on va dire, c'est un travail de long terme, un travail d'amélioration continue qui consiste à développer la culture client toujours plus loin, parce qu'on a vu aussi l'écart qui nous sépare entre nos activités et les autres activités de société de services. Développer la culture client, développer toujours plus l'orientation client, y compris au sein des fonctions support. Et pour ça, l'ensemble des sociétés du groupe, l'ensemble du groupe 1001 Vies s'est engagé dans une démarche qualité globale de labellisation Livia, soutenue par Delphis, qui nous permet effectivement d'organiser, de structurer la qualité de service, de mettre les bons indicateurs aux bons endroits, de matérialiser ce qu'est l'engagement de service, de créer de l'émulsion et de l'animation autour de la notion de service. Alors c'est un chemin long, fastidieux, mais ça crée du sens pour les collaborateurs et qui permet de mettre en valeur, en tout cas derrière les mots, ce qu'est la satisfaction client. Alors c'est pas simple, il y a beaucoup de freins. Nos activités tendent souvent à un travail en silo et je pense que derrière tout ça, il y a toute la question difficile à traiter, de la transversalité pour mettre nos
finalement nos ambitions en mouvement et donner finalement du concret à la satisfaction client. Merci Eric. Et pour Nespresso, donc cette culture client, comment on arrive à l'incarner à tous les étages, au-delà des outils et des process et du produit? Je dirais que y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Alors c'est vrai, je vous disais tout à l'heure, quand on est recruté chez Nespresso, le sens client, ça fait partie des choses effectivement sur lesquelles on va essayer d'évaluer et on va vraiment être regardant là-dessus. Donc ça fait partie des valeurs fortes de l'entreprise. L'année dernière, on a vécu une transformation importante, cette année, de l'organisation de Nespresso France. Alors, c'est vraiment juste au niveau du marché, mais c'était important parce que ce qu'on a cherché à faire avec cette transformation, c'est à deux niveaux. Un, c'était changer l'organisation pour désiloter cette organisation et faire en sorte qu'elle soit vraiment centrée sur les clients. Donc notamment, on a créé deux grandes directions qui s'appelaient des directions clients, une B2C et puis une B2B, parce qu'on a aussi des activités avec les clients professionnels. Et donc, on a créé ces directions clients qui ont vraiment vocation à animer les besoins et le business pour ces clients-là au sein de l'entreprise. Et puis, je dirais, il y a une autre chose qui est importante qui nous permet vraiment de driver ça tout le temps au sein de l'entreprise, c'est qu'on a mis en place une gouvernance autour du ce qu'on appelle le CFM, le Customer Feedback Management. Donc, l'idée, c'est vraiment de la voix du client, comment on utilise les feedbacks de nos clients, à la fois à travers le suivi des réclamations que l'on a et à la fois aussi au travers d'enquêtes de satisfaction. Donc on a des enquêtes régulières qui peuvent être des enquêtes à chaud, qui peuvent être des enquêtes avec un peu plus à froid et on analyse tout ça. On suit beaucoup le NPS, le Net Promoter Score. C'est important pour nous et on regarde l'évolution. Donc on se réunit chaque mois avec l'ensemble des directions qui interviennent dans un process client. Et on regarde ça, on analyse. Chaque direction est responsable de venir amener les raisons pour lesquelles ses propres réclamations évoluent, des difficultés qu'ils ont rencontrées, des actions qui ont été mises en œuvre pour pouvoir faire en sorte de réduire ça. On partage vraiment tous les feedbacks et on partage aussi beaucoup de verbatim. Et on finit toujours ces instances-là par les verbatim positifs qu'on a reçus de nos clients, ce qui nous permet, après avoir parlé pendant 1h30 de sujets un peu qui dysfonctionnent, de se dire il y a quand même plein de choses qui fonctionnent et de finir de façon positive. Et ça permet en fait à chaque direction de se sentir pleinement concerné par le rôle qu'ils jouent dans l'expérience de nos clients et puis d'être bien au courant de tout ce qui se passe au sein de l'entreprise et de tous les niveaux d'interaction qu'il peut avoir pour garantir in fine une expérience client remarquable. Super, merci Constance. Donc on arrive au terme de cette première conférence. Il nous reste quelques minutes pour d'éventuelles questions dans la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions, sachant qu'il y en a eu un certain nombre en ligne. Donc je vais m'en faire écho, notamment une qui concerne particulièrement les bailleurs, sur la gestion du digital, de la relation à distance, de la relation digitalisée avec des populations seniors, mais plus largement, j'imagine aussi des personnes qui n'accèdent pas au digital ou pour qui ce n'est pas l'ADN. Alors comment on arrive à résoudre ce conflit? Alors peut-être que ça concerne aussi Nespresso, j'imagine. Châteauforme n'est pas concerné par les seniors. Oui, pour nous, on n'a pas pris le digital comme une fin en soi. C'est juste des canaux complémentaires. Et il faut toujours permettre à nos locataires de pouvoir trouver la bonne réponse en proximité auprès de son gardien ou auprès de son agence parce que l'accès au digital est difficile. Donc on peut travailler, on a quelques partenariats, notamment avec Orange, pour accompagner un certain nombre de locataires qui sont en difficulté avec l'appropriation des outils. Mais ce serait un leurre de penser qu'on va amener l'ensemble de nos locataires sur des canaux digitaux. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de complémentarité
entre les canaux, de manière à adresser la bonne réponse sur le bon canal. Très bien, chez CDC peut-être C'est l'omnicanalité, c'est tous les moyens qu'on met à disposition des clients, qu'ils soient digitaux, physiques, dans les agences, le courrier, la proximité avec les gardiens également. Et puis il n'y a pas que les seniors qui n'ont pas accès au numérique, hein, il y a tout un pan de la population qui n'accède pas aux services numériques, soit par un manque de connexion, soit par un manque de connaissances. Donc voilà, les agences de proximité sont importantes, le personnel de proximité, même itinérant, joue ce rôle-là, et donc c'est très complémentaire en fait. Très bien, alors vous m'interpellez s'il y a des questions dans la salle, parce que j'en ai une autre de Marie, qui est là d'ailleurs aussi, qui vous demande, donc vous êtes tous dans des entreprises industrielles, mais vous avez tous mis en valeur le caractère de l'émotion et de la relation unique avec le locataire, l'individualisation. Est-ce qu'il y a une limite à cette individualisation ? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit systématiquement le penser ainsi, ou il faut quand même être dans des process et dans des produits et des services industriels voilà, comment on arrive à gérer ce conflit entre la nécessité de gérer de la masse et cette nécessité d'individualisation ? Je pense à la symétrie des attentions. C'est la même chose qu'avec les collaborateurs. Il y a une relation individualisée avec chacun de ses collaborateurs. Et donc, finalement, dans les interactions avec les clients, ça revient un petit peu au même si elles sont décuplées, enfin multipliées par des chiffres astronomiques. Mais donc, c'est la relation individuelle au moment du point de contact, comment on transmet ses émotions, justement, dans la réponse qu'on apporte, ou dans le dialogue qu'on peut avoir, d'ailleurs, parfois, avec chacun des clients. Et donc l'individualisation, elle se fait, c'est un état d'esprit général. Moi, je dirais, je ne sais pas s'il y a une limite à l'individualisation. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable vraiment de personnaliser n'importe quel contact avec nos clients. Donc, on est capable d'avoir une personnalisation finalement assez facile en exploitant nos données et derrière en utilisant l'IA. Après, ce qui est vrai, c'est que dans la logique de cette individualisation, on se doit d'être efficace. Donc plus on est efficace et plus on a des approches qui vont être automatisées, qui vont adresser l'ensemble des clients, plus en fait on va bien sûr optimiser nos coûts, mais aussi être vraiment en capacité de délivrer facilement et rapidement pour nos clients. Et je pense à quelque chose notamment... On se dit souvent, nous on a aussi des conseillers clientèle qui sont spécialisés, on est un peu revenu là-dessus avec la nécessité d'avoir vraiment quand même des experts pour traiter les demandes. Pour autant, après on a quand même un flux de contacts, on traite 2 millions de contacts chaque année, il faut les traiter, il faut être efficace. Effectivement, c'est pas forcément... il faut qu'on arrive à industrialiser tout ça pour permettre en fait d'avoir l'efficacité qui va bien, de décrocher en moins de 15 secondes nos clients, qui l'attendent pas, et qu'il ait la bonne information en face avec le spécialiste du traitement de sa demande. Donc je dirais que c'est juste un curseur pour se dire, il y a le client qui attend une réponse parfaite à sa demande avec une exécution parfaite sur laquelle on peut ajouter une touche de personnalisation qui va créer un effet waouh et qui va faire qu'on tape juste. Mais la première chose, c'est déjà de décrocher, de traiter sa demande avec efficacité. Donc c'est le premier point, quoi. Donc une fois qu'on a fait ça, après on ajoute facilement la personnalisation. D'être bon sur les standards, quoi, sur l'exécution du process. Et là, l'industrialisation est nécessaire parce que quand on a beaucoup de volume, c'est plus compliqué. À un moment, faut que ça marche. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non ? Alors, on va conclure cette première séquence en remerciant les quatre speakers. Voilà, merci infiniment. Je pense que c'était très éclairant. Voilà, sachant que la matinée va se conclure par un speed dating. Donc vous avez dû à l'accueil avoir une liste de rendez-vous. Donc c'est le choix qu'on a fait, c'est d'organiser ces rendez-vous de manière complètement aléatoire. Donc il y a peut-être des entreprises qui ne vous intéressent pas, des entreprises avec qui vous travaillez déjà.
Mais le but, c'est vous ayez 4 temps d'échange avec 4 partenaires du Digital Habitat dans un temps infini. Alors, donc ça va se dérouler dans la salle en bas. Vous allez tourner toutes les 10 minutes, je crois, oui, c'est ça. On va tourner de stand en stand. Ce qui est très important, c'est que chacun s'astreigne à respecter la règle. Donc vous connaissez sans doute d'autres structures, mais voilà, le but c'est quand même de multiplier les échanges. Donc ce qu'on vous propose, c'est vraiment de respecter l'agenda qu'on vous a proposé. Et donc normalement vous passez d'entreprise en entreprise qui sont positionnés par ordre alphabétique. Voilà, donc je vous invite à descendre et à aller voir les entreprises. Oui, et puis j'en profite pour dire au revoir au live.